Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Se libérer d'être fauché, chapitre 5, les prêts voitures. Première chose, je veux parler du Club Privilège. Le Club Privilège, c'est quoi? C'est un courriel par mois que j'envoie. Là-dedans, vous avez des informations sur les hypothèques, mais surtout, vous avez la chance de gagner un beau prix. C'est un service auquel je me suis abonné. On est plusieurs courtiers et puis il y a un grand prix par mois qui est tiré et puis vous avez des bonnes chances de gagner parce que moi, j'ai une chance parmi tous les autres courtiers de gagner. Puis ensuite, les gens qui font partie de ma liste de courriels ont une chance. Ceux qui participent. Donc, pour participer, il y a une question dans chacun des courriels à laquelle il faut répondre. Et lorsque vous répondez, vous participez automatiquement au concours. Pour le mois de janvier, c'était le premier mois du Club Privilège et j'ai gagné. C'est une des personnes qui avait répondu à la question dans mon groupe qui a gagné une des 3 machines à café d'une valeur de 700 $. Donc, je suis vraiment content. Donc, bravo aux gagnants. Et puis, je vous invite, si vous voulez vous inscrire au Club Privilège, recevoir ce courriel-là, puis participer au concours, vous pouvez aller sur mon site web, frédériclacharité.com/Club Privilège. Donc, /club-privilège. Vous pouvez voir aussi, si vous allez sur mon site, dans le menu, vous allez voir là, l'option pour aller sur la page de Club Privilège, ou vous pouvez vous inscrire aussi à l'infolette, puis je vais vous ajouter au Club Privilège à ma liste de courriel. Donc, ça, c'était pour le Club Privilège. Ensuite, aujourd'hui, donc, on revient sur le sujet « Se libérer d'être fauché ». C'est un livre, là, c'est le 6e épisode de la série. OK? C'est un livre et je fais un épisode par chapitre de ce livre-là parce que je trouve que ça colle très bien avec le sujet du podcast et ça colle très bien avec ma façon de voir les finances personnelles et je pense qu'on ne se trompe pas lorsqu'on suit les sages conseils qu'il y a dans ce livre-là, Se libérer d'être fauché. Aujourd'hui, on parle des prêts voitures, chapitre 5, mais vous pouvez aller voir les autres épisodes que j'ai enregistrés dans le passé. L'épisode 57, c'était l'introduction. L'épisode 66, c'était enchaîné au système. Ensuite, épisode 72, la cote de crédit. Épisode 78, la carte de crédit. Et épisode 79, le prêt étudiant. OK, donc ça, c'était les premiers chapitres. Là, on est rendu au chapitre 5, les prêts voitures. J'ai déjà parlé des prêts voitures dans d'autres épisodes. Épisode numéro 15, je parlais de payer sa voiture comptant. En fait, je voulais dire payer sa voiture sans financement. OK, on va reparler de ça encore aujourd'hui. Et j'ai reparlé de la voiture à l'épisode numéro 49. J'avais 3 règles des millionnaires et futurs millionnaires pour l'achat d'une voiture. Donc, 3 règles à respecter. Évidemment, ces 3 règles-là collent exactement sur la philosophie Dave Ramsey, sur la philosophie se libérer d'être fauché qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je commence avec le résumé du chapitre. C'est imprégné dans notre culture que le paiement de voiture, OK, c'est une façon de vivre. C'est rendu banal. Même que les gens, quand vont s'acheter une voiture, ne penseront même pas à l'idée d'accumuler l'argent puis de l'acheter sans financement, tellement que c'est devenu normal, banal d'avoir un paiement de voiture. OK? Puis, en même temps, il faut savoir que la plupart des gens sont fauchés. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation à faire? Je pose la question, c'est peut-être y répondre en même temps. Donc, la voiture, on dit dans le chapitre, c'est un des plus gros achats qu'on va faire au cours de notre vie. OK? Tout de suite en arrière, évidemment, de notre maison. Puis peut-être en arrière du coût des études, de nos études pour notre éducation. Peut-être qu'il va coûter encore plus cher qu'une voiture, malgré qu'au Canada, le coût des études est quand même moindre que ce qu'on voit aux États-Unis. Donc, je vous dirais que la voiture, c'est un des gros achats au Canada, au Québec. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler, l'achat de la voiture, c'était majeur quand même. Puis j'y ai pensé à ce moment-là aussi. J'ai même déjà pris un prêt voiture à la Caisse populaire de 3 000 $. Et puis à ce moment-là, évidemment, je n'étais pas au fait tant que ça là, des dangers du prêt voiture. Mais je suis passé par là, moi aussi. Donc, il faut savoir qu'en termes d'achat,
Puis si on regarde des gros achats, donc les études, la maison, la voiture, les gros achats, on peut calculer un retour sur investissement. Okay? La maison, grâce à l'inflation, grâce au fait que l'immobilier conserve sa valeur, on a un bon retour sur investissement lorsqu'on achète notre résidence principale, notre maison. Pour l'éducation, dépendamment du prix qu'on va payer, puis dépendamment du diplôme qu'on va aller chercher, on peut voir aussi un retour sur investissement. Mais là, encore là, c'est pas garanti. On l'a vu à l'épisode qui parlait des prêts étudiants, c'est pas tous les diplômes qui vont mener nécessairement à être capable de générer plus de revenus. Puis, en termes de retour sur investissement sur la voiture, eh bien là, on est dans le négatif. On n'a pas de retour sur investissement quand on achète une voiture. Alors, c'est une perte, c'est de la dépréciation. Ce n'est pas un investissement, pas comme la maison ni l'éducation. Donc, c'est le premier gros achat qu'on fait à crédit et qui n'a aucun retour sur investissement. Ensuite, on parle justement d'un actif qui se déprécie. On sait qu'acheter des biens sur sa carte de crédit, payer le minimum, payer de l'intérêt, c'est pas bon financièrement. On voudrait pas maxer nos cartes de crédit puis ensuite payer le minimum. On est conscient que ça, c'est pas super bon. Mais personne ne sourcille lorsque vient le temps de prendre un prêt de 30 000 $ et de faire le paiement minimum pour rembourser son prêt voiture. C'est pour dire à quel point que c'est rendu banal. Ensuite, le Nord-Américain typique n'a pas de problème à s'acheter une belle voiture puis en faire étalage. Mais on en paye le prix big time. Aux États-Unis, on parle de 1,5 trillion en prêt voiture. Okay? C'est similaire à la totalité de la dette étudiante aux États-Unis. On est à 1,45 trillion, 1,58 pour les prêts voitures, 1,45 pour les dettes étudiantes. Donc, ça se ressemble là, en termes de grosseur, de problèmes. Au Canada, ça ne sera pas autant, okay? Parce qu'il y a beaucoup moins de dettes étudiantes. Par contre, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un calcul à savoir combien il pense qu'on a de prêts voitures en ce moment. Et puis, il m'a montré toute la méthode de calcul et lui, il arrivait à 450 milliards de dollars canadiens en prêts voitures au Canada. Et techniquement, ça serait plus que les États-Unis en proportion de la population si les données sont exactes. Et puis, lui, il se fie sur, en moyenne, le nombre de véhicules qui sont financés puis le montant moyen de prêt. Et puis, je trouvais que ces calculs avaient beaucoup de sens. Donc, je pense que c'est plausible qu'il peut y avoir autour de 450 milliards en prêts voitures au Canada. Et c'est énorme. Si c'est vrai, si ce montant-là est exact, on est encore plus endetté que les États-Unis en termes de prêts voitures au Canada. Puis là, on y va dans le livre avec des statistiques, avec des moyennes. Donc, on parle du prix moyen d'un véhicule neuf, 48 000 $. Puis là, évidemment, ici, on va parler de dollars américains. Je vais faire la comparaison avec le Canada juste après. Okay? Donc, prix moyen d'un véhicule neuf, 48 000 $. Prix moyen d'un véhicule d'occasion, 32 000 $, beaucoup plus bas. Le prêt moyen pour un véhicule neuf, 40 000 et le prêt moyen pour un véhicule d'occasion, 29 000. Donc, on emprunte beaucoup par rapport à la valeur. Vous voyez que le prêt est quasiment égal à la valeur moyenne des véhicules. Donc, c'est comme si on finançait tout finalement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent leur véhicule contents. La durée moyenne du prêt est de 68 mois. Okay? On est au-delà du 5 ans à 68 mois, si je ne me trompe pas. 60 mois, ça serait 5 ans, donc juste un petit peu au-delà de 5 ans. Ensuite, la moyenne du paiement pour un véhicule neuf, c'est 730 $ US. La moyenne du paiement pour un véhicule d'occasion, c'est 569, un peu plus bas. Puis, on sait qu'il y a 17 % des consommateurs qui ont des paiements de voiture de plus de 1 000 $ par mois. Okay, c'est énorme. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie. Puis au Canada, c'est pas mieux. Là. Comme dans le cas des prêts étudiants, on était en meilleure posture au Canada. Mais dans le cas des prêts voitures, on n'est pas en meilleure posture de ce que je constate, moi. Au Canada, c'est pire. Okay? Donc, on devrait faire encore plus attention à ce que je dis en ce moment, c'est-à-dire de réfléchir à la façon qu'on consomme nos voitures, qu'on paye pour notre voiture. Donc, au Canada, on a environ 85 % des véhicules neufs et 50 % des véhicules d'occasion qui sont achetés à crédit.
Dans le neuf, c'est quasiment tous les véhicules neufs qui sont achetés à crédit, puis dans les véhicules d'occasion, on est à la moitié. En 2023, au Canada, le montant moyen d'un prêt auto neuf était de 45 000 et pour un véhicule d'occasion, environ 30 000 Si on convertit ça, là, on est en dollars canadiens. C'est plus élevé que la moyenne aux États-Unis. C'est comme si au Canada, dans le fond, on est encore plus enclin à utiliser le prêt voiture qu'aux États-Unis. Les prêts automobiles s'étalent souvent de 6 à 8 ans. Mais la moyenne est d'environ 5 ans. Donc ça, c'est ce que ChatGPT me dit sur les prêts automobiles au Canada. Donc, c'est quoi la cause de ce chaos? Il faut dire qu'il y a eu une augmentation du prix des voitures pendant la COVID. Donc aujourd'hui, en 2025, ça serait pire qu'il y a 5 ans avant COVID. Il y a une question d'offre et de demande. Il y a eu une réduction de l'offre de voitures, puis une augmentation de la demande, ce qui a fait augmenter les prix et qui, par conséquence, a fait augmenter les prêts. OK? Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on voit avec le prix des maisons. Il y a moins de maisons sur le marché, les prix des maisons augmentent, donc les montants d'hypothèque augmentent aussi. On a vu ce phénomène-là dans les 5 dernières années. Ensuite, on a aussi des taux d'intérêt sur les voitures en ce moment au niveau le plus élevé depuis 2008. C'est ce qu'on dit dans le livre. Nous vivons dans une société progressive, mais progressivement plus stupide, dans le sens que plus ça va, plus on utilise la dette pour financer cette folie-là que sont nos véhicules. Donc, même principe que pour les frais de scolarité, on a des plus gros prêts étudiants, mais pour les voitures, donc plus gros prêts voitures. Donc, c'est pas la meilleure chose. Ici, l'auteur parle de stupidité, en fait, par rapport aux prêts voitures. Problème majeur, OK, du prêt voiture, c'est la dépréciation de l'actif sous-jacent. Donc, lorsqu'on combine le paiement avec un actif qui déprécie, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure ou l'insulte à la blessure automobile. La dépréciation, c'est la différence entre le prix d'achat et la valeur de revente quelques années plus tard. Okay? Les nouvelles voitures déprécient plus rapidement que les voitures d'occasion. Donc, les premières années, on a des dépréciations plus élevées. Puis là, on le calcule ici, on va le voir après 1 minute. Après 1 an, puis après 5 ans. Okay? Après 1 minute, quand on sort du concessionnaire, on parle de 9 à 11 %. Donc, on a un 10 % en partant dès qu'on sort, puis notre véhicule, dans le fond, n'est plus considéré comme un véhicule neuf. On perd 10 % de la valeur. Donc, si c'était une voiture qui coûtait 40 000 bien, on perd 4 000 jetés par les fenêtres. Ensuite, après 1 an, on parle de 20 % de moins que le prix d'achat. Après 5 ans, on parle de 15 à 25 % par année de dépréciation pour une perte après 5 ans de 60 %. Si on reprend l'exemple de la voiture de 40 000, après 1 minute, elle vaut 36 000. Après 1 an, elle vaut 32 000. Après 2 ans, elle vaut 27 000. Après 4 ans, 20 000. Et après 5 ans, elle vaut 16 000. Donc, on part de 40 000 à 16 000. On a perdu 60 % de la valeur. Par contre, c'est le même paiement tout le long. Donc, parfois même, on va étaler ça au-delà de 5 ans, notre paiement de voiture. Donc, même si notre voiture ne vaut plus grand-chose, on continue de faire le même paiement qu'au départ. Pour récapituler, donc un achat de 40 000 après 5 ans, on aura payé 50 000 parce qu'il y a des intérêts. Dans le fond, on ne paye pas juste l'achat, on paye les intérêts. Donc, on va avoir payé après 5 ans à peu près 50 000. Puis, la voiture, elle, par contre, vaut 16 000 après 5 ans. Donc là, on va parler des justifications qu'on entend souvent lorsqu'on parle du prêt voiture. Les justifications commencent par la première. Tu auras toujours un paiement de voiture. OK, ça, on peut se dire ça, c'est comme une acceptation. Oh, je vais toujours avoir un paiement de voiture, j'abandonne l'idée que je vais m'en sortir, puis on accepte le fait que c'est un paiement qu'on doit payer, puis c'est normal, puis c'est comme ça. Oui, si tu achètes continuellement des voitures que tu ne peux pas te permettre, tu vas toujours avoir un paiement de voiture. OK, c'est ça qu'il faut se dire. Okay? Puis il y a une solution, okay? C'est d'acheter une voiture avec de l'argent sans financement. C'est la seule façon de se sortir de ce cercle vicieux-là. C'est de prendre la résolution que je ne prends plus de financement pour acheter ma voiture. Personnellement, je l'ai fait. Il y en a des gens, j'en ai des clients qui le font, j'en vois souvent. C'est faisable, même si beaucoup ont accepté cet fait-là, mais
moi, ben, j'ai roulé avec des vieilles voitures jusqu'à temps d'acheter finalement ma résidence principale. Après ça, j'ai épargné puis je me suis acheté une voiture un peu plus chère qui coûtait 20 000 sans financement. Ça a été une voiture que j'ai gardée jusqu'à récemment, pendant 12 ans. Et puis là, je viens de m'en racheter une autre, encore sans financement. Elle a coûté 36 000 J'avais aussi accumulé l'argent. Et puis évidemment, là, maintenant, à 43 ans, je n'ai pas les mêmes revenus que j'avais il y a 15 ans. Donc, c'est en grande partie grâce au fait que, justement, je n'ai jamais eu de paiement de voiture, que j'ai été capable de cheminer comme ça vers l'indépendance financière. Je souligne ici l'importance et puis le fait que c'est possible d'y arriver. Ensuite, autre chose qu'on peut se dire, des justifications qu'on entend pour justement aller chercher un paiement, d'aller chercher une voiture à crédit. Donc, peu importe, en autant que je peux faire le paiement. Il y en a qui disent ça. Donc, tu sais, à quoi ça sert, là? Peu importe. T'sais, en autant que je peux faire le paiement mensuel, c'est correct. OK? Mais non, c'est pas peu importe parce que c'est important pour s'enrichir. C'est peu importe si on veut pas s'enrichir, si on veut pas devenir financièrement indépendant. Sure, OK, là, tu peux dire peu importe en autant que je peux faire le paiement. Mais si, à quelque part, on veut devenir financièrement indépendant, on veut accumuler puis s'assurer de notre futur, assurer le futur de notre famille, notre paix financière, c'est important donc de ne pas y aller à crédit avec la voiture. Donc, c'est important pour s'enrichir puis éventuellement devenir outrageusement généreux, comme on dit dans le livre. Vivre une vie non encombrée par la dette. Avoir un paiement de voiture, c'est comme dire je veux pas être riche, je préfère avoir l'air riche puis rester fauché. C'est ça qu'on dit quand on va chercher un paiement de voiture. Je veux pas être riche, je veux avoir l'air riche puis je veux rester fauché. Quand les gens fauchés vont justement magasiner pour une voiture, ils vont demander OK, c'est quoi la compte puis c'est quoi le paiement. OK, mais les gens riches, eux, vont se demander c'est quoi le prix, tout court. Ils vont demander c'est quoi le prix de la voiture. C'est la question qu'il faut poser, combien qu'elle coûte au total. Mais les gens fauchés, eux, ils ne vont pas avec ce prix-là parce que c'est des trop gros qu'ils ne peuvent pas concevoir. Donc, ils vont avec, OK, c'est quoi le montant que je dois mettre en partant? C'est quoi le montant du paiement? OK, c'est 2 sets de questions différents. Je vous encourage à y aller avec demander le prix total de la voiture lorsqu'on s'informe. Si on ne peut pas l'acheter comptant au complet, on ne devrait pas l'acheter. C'est ce que l'auteur du livre soutient. Les vendeurs demandent quel paiement ferait votre affaire. Ça, si vous remarquerez, quand vous allez aller à un endroit où est-ce qu'on vend des voitures, on vous demandera jamais quel prix voulez-vous payer pour la voiture au complet. Ben non, on va demander quel paiement ferait votre affaire. Mais si on pense en termes de paiement, l'auteur retourne ça de côté puis il dit, OK, un paiement de 700 $, si au lieu de mettre ça sur une voiture toute notre vie, qu'est-ce que ça va faire si on le met à la bourse, si on l'investit sur les marchés financiers? OK, puis là, il donne l'exemple ici du S&P 500 aux États-Unis. C'est souvent ça qu'on prend comme exemple. Le S&P 500 a fait 11 % historiquement depuis 1928. Donc, si on investit de 22 ans à 62 ans notre 700 $ à 11 % d'intérêt, on arrive à 62 ans avec 6 millions de dollars. Donc, c'est ce que l'auteur veut vous montrer, que votre voiture, votre paiement de voiture pourrait vous coûter au cours de votre vie si vous acceptez que vous allez toujours avoir un paiement de voiture. Si vous investissez ce montant-là, au lieu, ça peut arriver à ça. Puis même, puis là, on dit même si c'est la moitié, supposons que même si c'était 3 millions, par exemple, c'est quand même mieux que rien. Donc, on retourne avec les justifications qu'on se donne là, pour toujours aller acheter une voiture à crédit. Donc, j'ai besoin d'une nouvelle voiture parce que c'est plus sécuritaire et plus fiable. OK, là, on va se dire ça, on va se dire, oui, mais les voitures d'occasion, c'est du trouble. Dans le fond, ça va me coûter cher en réparation. Dans le fond, ça revient moins cher acheter neuf. OK, puis là, on peut se dire ça, puis là, let's go, on y va, on achète neuf. Puis on va y aller à paiement parce qu'acheter une voiture neuve, c'est très, très difficile d'acheter ça sans financement parce que c'est très cher. Donc, on se dit que sur le long terme, c'est moins cher d'acheter neuf même qu'une voiture d'occasion. OK? Ça, c'est des histoires qu'on va se raconter pour justifier de faire des gros achats comme ça à crédit. Ça assume que toutes les voitures d'occasion vont exploser du moment qu'on l'achète. Puis c'est totalement pas le cas. Il y a des très, très bonnes voitures d'occasion. Puis là, on revient avec l'argument qui dit que aussitôt qu'on sort avec notre voiture neuve du concessionnaire, dites-vous que ça devient une voiture d'occasion. Donc, il y en a des bonnes voitures d'occasion qui roulent sur la rue. Techniquement, ce sont toutes des voitures d'occasion. Donc, c'est possible d'en acheter une. Ensuite, il y a
en masse de voitures d'occasion qui sont sécuritaires et fiables. Vous pouvez regarder le rapport d'historique des véhicules avec Carfax, par exemple. Même que l'auteur soutient qu'il y a certains modèles neufs qui n'ont pas fait leurs preuves qui pourraient être même moins fiables qu'une voiture d'occasion. Donc là, on essaie de retourner ça un peu là, dans notre tête pour dire que, OK, le véhicule neuf, là, c'est pas si fiable que ça, c'est pas si hot que ça. Je suis pas obligé d'aller nécessairement vers un véhicule neuf. Parce que neuf versus occasion, c'est souvent ça qui nous fait pencher vers, OK, on va aller emprunter. Est-ce qu'on fait vraiment une économie en achetant neuf? Il faut savoir que même l'entretien d'un véhicule neuf, souvent, là, l'auteur arrive avec des comparaisons, on fait des études, puis ça coûte quand même quelque chose d'entretenir un véhicule neuf. Donc, on parlait de 100 $ par mois, qui était plus cher même que d'entretenir un véhicule d'occasion. Ensuite, on parle de l'assurance qui est plus chère avec un véhicule neuf. Puis là, tu peux argumenter, oui, mais là, mon véhicule neuf, il y a des meilleures fonctionnalités de sécurité, puis ça, mon assureur me donne un rabais pour ça. Oui, mais en bout de ligne, là, ça coûte plus cher pareil. OK, d'avoir un véhicule neuf. La valeur, c'est la valeur du véhicule qui fait que c'est plus cher à assurer. OK, donc, on ne fait pas vraiment d'économie de ce côté-là. Vraiment, là, l'économie, ça va être d'acheter le véhicule d'occasion parce que la dépréciation, c'est ça qui coûte le plus cher. Ensuite, il y en a qui disent comme argument, je peux avoir un meilleur deal avec une voiture neuve qu'avec une voiture d'occasion. Parce que peut-être que j'ai plus d'espace pour négocier. Puis là, il faut réaliser que le concessionnaire, OK, ils font l'argent avec le financement. OK, tu as l'impression que tu vas avoir un bon deal avec une voiture neuve, mais c'est parce que le concessionnaire, il se reprend parce qu'on prend du financement sur la voiture. Puis là, il fait la comparaison avec, dans Breaking Bad, il y a le restaurant El Polo Hermano qui est un front, OK, pour une opération de crystal meth. Puis là, il dit, ce restaurant-là, il vend du poulet, mais il fait de l'argent comment? Il fait de l'argent avec la drogue, dans le fond, qui est la vraie opération du restaurant. Le poulet, c'est un front, mais on fait l'argent avec la drogue. Puis là, il fait la comparaison avec un concessionnaire. Un concessionnaire vend des voitures, mais c'est comme un front, parce que le concessionnaire fait de l'argent avec quoi? Il fait de l'argent avec le financement, OK? Puis là, ben, tu peux faire la comparaison entre financement puis drogue, puis c'est juste que le financement, c'est légal, peut-être, là. Puis, tu sais, tu peux le voir comme ça aussi. Donc ça, c'est l'auteur qui nous fait voir ça comme ça. Ensuite, peuvent diminuer le paiement. Donc oui, parce que là, on revient, la personne qui se dit que je peux avoir un meilleur deal en achetant une neuve qu'en achetant une voiture d'occasion, donc ils peuvent diminuer le paiement. Oui, parce que la façon de diminuer le paiement, c'est pas super sorcier, c'est qu'ils vont allonger la période d'amortissement. Donc, dans le fond, on paye notre voiture plus longtemps. Au lieu d'être 5 ans, ça va être 6, 7, 8 ans même, qui est très, très long parce qu'après 8 ans, là, notre voiture, elle vaut plus grand-chose. Ensuite, 0 à compte, 0 intérêt. Oui, ça, c'est des promotions où les concessionnaires vont nous attirer vers leur commerce. C'est une tactique. Dans le fond, 0 à compte, 0 intérêt. 0 à compte, ben, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir un plus gros montant de prêt. Donc, eux autres sont contents. Puis 0% de financement. Il faut savoir que ça peut être difficile de se qualifier, puis que rendu sur place, peut-être qu'on ne se qualifie pas. Puis là, finalement, le taux d'intérêt, il va être quand même assez élevé si on ne se qualifie pas. Dans le fond, on attire avec des promotions comme ça. Donc là, ça, c'est des exemples dans le livre. Je ne sais pas si au Canada, vraiment, on peut attirer comme ça avec 0% de financement, puis tu arrives sur place, puis c'est pas possible parce qu'il y a des critères de qualification. Mais bon, bref, ça, c'est ce qui est écrit dans le livre. Il peut même y avoir des concessionnaires qui augmentent le prix pour compenser. Oui, parce qu'on peut dire 0 à compte, 0 intérêt, puis là, ils gonflent le prix. Il y a tous ces avantages-là, mais dans le fond, c'est parce qu'on paye plus cher. Ensuite, agressivement, vont proposer des extras pour faire du profit. Oui, parce qu'on vous attire avec une promotion, mais après ça, oui, il y a le prix d'achat, mais là, on va y aller avec tout plein de choses, la protection pour la peinture, protection pour le tissu, garantie prolongée, plan de service, qui fait en sorte qu'ils vont quand même faire du profit en bout de ligne avec votre achat. On pense qu'on fait une bonne affaire, mais lorsqu'on sort du concessionnaire, c'est rare qu'on a fait une bonne affaire. La plupart du temps, c'est qu'on s'est fait avoir. Donc ça termine pour cet aspect-là. Ensuite, on dit, pourquoi pas louer, on va parler de la location, pourquoi pas louer une nouvelle voiture avec un paiement plus bas, puis renouveler chaque 2-3 ans. Il y en a qui font ça. OK, puis là, l'auteur veut absolument détruire cette idée de faire ça. Non, ne jamais louer une voiture, s'il vous plaît. C'est attirant parce que le paiement est plus bas qu'un paiement de prêt. OK, puis plus on ne paye pas les réparations, mais en pratique, c'est la façon la plus coûteuse de se déplacer en voiture. OK, voici pourquoi. On va parler de contrats de 2-3 ans.
on calcule le montant à payer sur la dépréciation, plus les taxes, plus les frais, divisé par le nombre de mois du contrat. On paye la dépréciation la plus élevée des premières années de la voiture. C'est tout ce qu'on fait quand on y va avec la location. Donc, on n'a rien en bout de ligne. À la fin, même on doit payer un frais de disposition pour nettoyer la voiture, un frais de kilométrage et puis d'usure de la voiture si jamais il y a eu des dommages, des choses comme ça. Donc, on ne s'en sauve pas. On paye très cher nos locations et on va certainement payer plus que la dépréciation du véhicule, même pendant la période de location. À la fin, on doit remettre les clés et après avoir payé le pire de la dépréciation du véhicule. Puis là, il donne un exemple ici. Exemple, payer 16 000 $ pendant la période de location. Il y a une dépréciation de 10 000 $. Donc, dans le fond, ce que ça allait coûter, c'est 6 000 pour louer pendant cette période-là. C'est 6 000 de profit. Ce que l'auteur dit aussi, c'est que c'est comme une taxe de stupidité de 6 000 $ qu'on vient de payer. Le taux d'intérêt n'est pas divulgué. Ça, c'est aux États-Unis. Là, je ne connais pas la réglementation au Canada, comment que ça marche, mais évidemment que aussi, dans le coût de la location, on calcule un taux d'intérêt. Puis ça, c'est pas divulgué, ce taux d'intérêt-là, parce que la location, comme c'est pas considéré comme une dette, les règlements font en sorte qu'ils sont pas obligés de divulguer le taux d'intérêt. C'est parfait pour eux, comme ça, ils peuvent camoufler ça dans le paiement de location. Comment sortir d'une location si moi je veux arrêter ma location en cours de route? Ça, c'est un autre problème. Il y a 3 façons. Aucune des 3 façons sont intéressantes. Première façon, c'est la résiliation anticipée. On va avoir beaucoup de frais qui vont être chargés à ce moment-là pour résilier de façon anticipée. On peut décider, deuxième façon, on peut décider de transférer notre location à quelqu'un, mais là, l'auteur dit, ça, c'est aussi difficile que de trouver quelqu'un pour acheter ton timeshare dans un hôtel dans le sud. Très difficile de trouver quelqu'un qui va reprendre ton contrat de location. Puis ensuite, tu peux racheter toi-même ton contrat de location. Ça, c'est qu'il faut que tu payes la différence entre ce que tu as payé jusqu'à date, puis la valeur à la fin du contrat. Donc, c'est plusieurs milliers de dollars. Il y a des frais encore. Ils vont te faire payer autant qu'ils peuvent ta voiture et puis ils t'attendent là, à ce moment-là lorsque tu veux résilier, lorsque tu veux sortir d'une location. La meilleure façon, c'est de ne pas être pris au piège et de ne pas louer du tout. On achète notre véhicule, c'est à nous. On n'a pas à gérer ces choses-là puis à se faire prendre au piège. Achetons notre véhicule est à nous, on est propriétaire. L'idée d'être indépendant, c'est qu'on est propriétaire. On a le contrôle, on a la paix. Et puis, on n'est pas pris dans des contrats comme ça, surtout pas de location. Puis là, l'auteur, vers la fin du chapitre, arrive avec « OK, voici comment acheter une voiture de la bonne façon. » Vous voyez là tous les arguments qui font en sorte qu'on ne veut pas s'embarquer dans une location, on ne veut pas s'embarquer avec un paiement de voiture. Il y a tout plein de désavantages liés à ça. Comment qu'on fait pour acheter une voiture? Bon, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est épargner et acheter une voiture d'occasion fiable avec l'argent sans financement. Donc, l'idée de base, c'est qu'on va laisser la voiture neuve de côté. Puis on va y aller avec une voiture d'occasion, puis on va vouloir que ce soit une voiture d'occasion fiable, puis on va l'acheter avec de l'argent qu'on a à nous, sans financement. Principe de base. Okay? Les véhicules neufs, on va y aller, on va en acheter un véhicule neuf seulement si notre valeur nette est de 1 million de dollars et plus. Hein? Si on est millionnaire, mais à ce moment-là, la dépréciation du véhicule, c'est peut-être pas un aussi gros hit sur nos finances personnelles. On peut dire à ce moment-là qu'on a les moyens de le prendre, parce que si on a une valeur nette d'1 million, bon, on a déjà cheminé quelque part financièrement. Le premier million, il est difficile là, à avoir. Donc, avant ça, on devrait s'en tenir aux voitures d'occasion, où est-ce qu'on va vraiment en avoir pour notre argent. Puis les véhicules neufs, on garde ça pour valeur nette d'1 million et plus. C'était d'ailleurs une des 3 règles à mon épisode numéro 49, les 3 règles des millionnaires et futurs millionnaires pour l'achat d'une voiture. Le plan, c'est qu'on va acheter une voiture d'occasion, puis on ne va pas prendre le hit de 60% de dévaluation dans les 5 premières années. On s'en va vers être le millionnaire d'à côté, le millionnaire typique. Puis il faut savoir que ces gens-là, normalement, 8 sur 10 ne financent pas leur voiture. Okay? Les millionnaires d'à côté, basés sur les études que l'équipe de Ramsey a faites, les millionnaires typiques conduisent des voitures d'environ 4 ans avec environ 40 000 milles au kilométrage. Mileage. En anglais, aux États-Unis, ils parlent de mileage sur leur voiture. Donc, voici là, le guide par étape suggéré par l'auteur pour acheter sa voiture. Étape numéro 1.
faire son budget, déterminer combien qu'on peut dépenser sur une voiture. OK? Puis là, on a une autre règle du pouce qui était dans mes 3 règles à l'épisode 49. Donc, la règle du pouce, c'est la valeur totale des véhicules pour le ménage ne doit pas dépasser 50% du revenu annuel. Donc, si tu fais 50 000 $ par année, maximum, ton véhicule devrait coûter 25 000 $. Okay? Ou en tout temps, on ne devrait pas avoir plus que 25 000 $ en valeur si on fait 50 000 $ par année. Okay? Donc ça, c'est... Puis moi, je dirais même là, que la moitié, c'est beaucoup. J'irais même plus bas que ça. Honnêtement, là, j'irais peut-être jusqu'à 40 ou même le tiers de notre revenu annuel. On ne devrait pas dépasser ça en valeur de véhicule. Je trouve ça généreux à 50% ici. Mais en général, tu ne veux pas que la moitié de ton revenu soit bloqué dans un actif qui perd de la valeur comme ça. Parce que sinon, c'est la meilleure façon d'être classe moyenne, fancy, d'être considéré comme, oui, classe moyenne, mais de le rester. Hein? On veut cheminer vers l'indépendance financière. C'est l'idée. On veut s'enrichir. On veut se libérer d'être fauché. On veut se libérer de la classe moyenne qui paraît riche, mais qui ne l'est pas. Étape numéro 2, après qu'on ait décidé quel montant qu'on veut mettre sur notre voiture, on va l'épargner. Puis on va l'épargner petit peu par petit peu, on va le mettre dans notre budget. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de dette avec son fonds d'urgence, parce que là, normalement, on va premièrement libérer nos dettes, on va aller chercher notre fonds d'urgence. Ça, dans les 7 étapes de Dave Ramsey, c'est prioritaire. Mais après ça, oui, on peut épargner pour une plus belle voiture. Mettons qu'on décide qu'on veut épargner 12 000 $ pour acheter notre voiture, puis qu'on veut le faire sur 1 an. On veut l'acheter dans 1 an. Bien, on va décider de se mettre 1 000 $ par mois de côté. Il ne faut pas oublier aussi que la voiture qu'on conduit actuellement, elle a une valeur, donc peut-être qu'on va pouvoir la vendre puis avoir un petit montant pour ça aussi. Donc, si on veut aller plus rapidement que d'accumuler ça sur 1 an, bien, on a le choix. On peut réduire notre budget. On peut décider d'acheter, au lieu d'une voiture à 12 000 $, on achète une voiture à 6 000 $. Ou on peut augmenter notre épargne, on peut aller faire plus d'argent, on peut dire, ben je vais faire 2 000 par mois de profit, peut-être je vais faire du temps supplémentaire ou en tout cas je vais trouver une façon d'aller chercher l'argent pour accumuler 12 000 plus rapidement. Donc on a le choix, c'est ça les finances personnelles, c'est une question de choix. Donc on peut y aller dans les deux sens si on veut y aller plus rapidement. Sinon, on va l'épargner. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, faire son budget, savoir c'est quoi le montant. Deuxième, c'est l'épargner. Ensuite, on va commencer à magasiner. Étape numéro 3, on va trouver la voiture idéale. Ouais, on va essayer de choisir une voiture, pas notre voiture de rêve. OK? On gardera ça pour plus tard, notre voiture de rêve. On va chercher la voiture idéale pour nos besoins. OK? Pas une voiture pour impressionner ton voisin. Pas un camion quand tu n'as pas vraiment besoin de déplacer des choses vraiment souvent, puis que dans le fond, ton camion, c'est plus pour montrer ta virilité ou ton statut. Donc, on va y aller pour une voiture qui répond à nos besoins. Puis, on va mettre des critères, puis on va faire des compromis aussi. C'est important. T'sais, on ne peut pas tout avoir. On va faire des choix, okay, pour trouver la voiture idéale pour notre budget. Okay? Donc, ça, on va déterminer c'est quoi qu'on a de besoin, puis on va essayer de viser un type de voiture en particulier. Ensuite, on va commencer nos recherches. Étape numéro 4, on va regarder du côté des concessionnaires de voitures usagées et on va regarder aussi du côté des particuliers. Puis là, je sais que c'est épeurant de regarder du côté des particuliers parce que là, c'est difficile, on ne sait pas trop, on a plus d'étapes à faire. Ma première voiture, justement ma voiture en 2008, je l'ai acheté d'un particulier à 20 000 $. Je l'ai fait inspecter chez CA. Puis, je me suis lancé comme ça. Ça me semblait d'une bonne affaire. Et ça l'a été. Et la voiture était correcte. Et je vous encourage à faire ça. Là, ma dernière voiture, qui coûtait 36 000 $, elle, j'étais un petit peu plus frileux. J'ai essayé. J'ai regardé du côté des particuliers. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas une grosse différence de prix. Et puis, je suis allé au concessionnaire. J'ai payé un petit peu plus cher. J'ai payé plus cher. Ça m'a coûté plus de taxes. Et puis, oui, on m'a suggéré la garantie prolongée et puis je ne l'ai pas pris. Puis, j'ai subi toute cette pression-là. Mais c'est ça, on peut faire nos recherches puis essayer de voir. Okay? Il y a les détaillants en ligne aussi que l'auteur mentionne, comme Carvana, les nouveaux détaillants de voitures en ligne, où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur le prix, mais souvent, ça va être un petit peu plus cher que le particulier. Mais on a peut-être plus de choix ou en tout cas, c'est moins compliqué. On s'enlève toute la négociation du prix puis on a quelque chose qui a de l'allure peut-être avec ces détaillants en ligne-là.
Moi, je ne connais pas ça, je n'ai pas fait affaire avec des détaillants en ligne. Ça, c'est pour la partie recherche. L'étape numéro 4, on recherche notre voiture. Étape numéro 5, on vérifie la valeur de la voiture qu'on achète. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais là, on parle de Kelley Blue Book. Donc, il y a des endroits où est-ce qu'on peut vraiment vérifier la valeur d'une voiture selon l'année, la marque, le modèle, etc. On n'oubliera pas, étape numéro 6, de faire un essai routier et de vérifier l'historique du véhicule. Donc, Carfax, on va demander ça, on va s'assurer qu'il n'a pas été accidenté, on va l'essayer, on va le tester sur l'autoroute, on va regarder qu'il n'y a pas des bruits bizarres, on va faire vraiment notre due diligence pour s'assurer de ne pas avoir le problème. On va prendre le temps de faire tout ça. C'est certain que ça peut sembler beaucoup de travail, mais pour s'éviter un paiement de voiture, pour s'éviter une location, ça vaut la peine. Puis ensuite, étape numéro 8, on va négocier le prix peut-être si on est avec un concessionnaire de voitures d'occasion. On reste courtois pendant la négociation, mais ferme et ne pas dire, ça c'est un conseil dans le livre, ne pas dire qu'on ne financera pas tant que le prix, on ne s'est pas entendu, parce que ça pourrait changer un peu la négociation, ça pourrait changer le prix si on dit qu'on ne financera pas, comme on sait que les concessionnaires de voitures d'occasion vont avoir plus d'argent lorsqu'on finance le véhicule. Ensuite, attention aux extras. Donc, pendant la partie numéro 8, négocier le prix. Pour la voiture, on fait attention à tous les extras qui peuvent être ajoutés au prix, qui peut faire en sorte que ça va coûter quand même assez cher. Puis ensuite, dernière étape, numéro 9, on va payer avec de l'argent sans financement. On va payer avec notre carte de débit, puis on va appeler notre banque pour augmenter la limite temporairement parce que ça va être un gros montant, puis on va aller payer notre voiture comme ça. Donc, c'était ça l'épisode numéro 88. Donc, se libérer d'être fauché, les prêts voiture. En conclusion, vous pouvez continuer la folie du paiement de voiture ou vous pouvez changer votre trajectoire de richesse et opter de payer vos voitures en argent à l'avenir et prendre l'autoroute de l'indépendance financière. Faites attention au marketing, à la pression de vos proches. Tout le monde s'en fout en réalité de votre voiture. Ceux que ça dérange, posez-vous la question si ce sont des bons amis. Conduisez pour votre avenir financier, pour votre famille et non pas pour les autres. Comme j'ai dit personnellement, moi, conduire une voiture d'occasion sans financement, ça l'a certainement aidé beaucoup. Ça a été une de mes meilleures décisions et dont je suis le plus fier, dans le fond, dans ma vie. Et puis, ça l'a aidé en grande partie à l'augmentation de mon patrimoine et à ma façon de consommer. Puis, comme j'ai dit, j'en tire une grande fierté, satisfaction et paix financière. Vivre comme nul autre pour que plus tard, tu puisses vivre comme nul autre. Donc, ça, c'est la devise là, de Dave Ramsey puis de son équipe. Puis l'auteur ici, vers la fin, il dit « Conduisez comme nul autre pour que plus tard, vous puissiez conduire comme nul autre. » Et voilà, c'est la conclusion. Ça termine l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.